Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. L'église évangélique luthérienne de la Sainte Trinité, située dans une paisible zone rurale de Springfield, en Pennsylvanie, était un lieu de tranquillité et de recueillement. Cependant, le mercredi 23 janvier 2008, l'atmosphère sacrée du bâtiment allait être brisée par une découverte macabre. Judy Zellner, une femme de ménage dévouée qui venait nettoyer l'église 2 fois par semaine, s'y était rendue comme à son habitude vers 12h30. Ce jour-là, pourtant, un détail a immédiatement attiré son attention. La porte principale, qu'elle ouvrait toujours elle-même avec sa clé, était déjà entr'ouverte. Surprise, mais sans penser immédiatement au pire, Judy a supposé que la nouvelle secrétaire, récemment embauchée, avait peut-être simplement oublié de verrouiller la porte après son arrivée. En entrant, elle a remarqué que la lumière dans le bureau de la secrétaire était allumée, mais le bureau lui-même semblait étrangement vide. Personne ne se trouvait derrière le bureau, et le bureau du pasteur était lui aussi désert. Malgré cette ambiance inhabituelle, Judy a commencé à déposer ses affaires pour entamer son travail, pensant que la secrétaire était peut-être occupée ailleurs dans l'église. Mais lorsqu'elle est revenue dans le bureau de la secrétaire, une vision terrifiante l'a pétrifiée. Là, derrière le bureau, une énorme flaque de sang éclaboussait le sol. La femme de ménage, sous le choc, a pris quelques secondes pour comprendre ce qu'elle voyait, et c'est alors qu'elle l'a remarqué. Le corps d'une femme allongé dans cette mare de sang, immobile, sans signe de vie visible. Elle a aussitôt pensé que c'était la nouvelle secrétaire, une femme qu'elle n'avait encore jamais rencontrée en personne. Paniquée et terrifiée à l'idée que le coupable soit encore quelque part dans l'église, Judy a attrapé un téléphone sans fil et s'est précipitée hors du bâtiment. En larmes et paniquée, elle a appelé le 911, essayant de décrire la scène macabre qu'elle venait de découvrir. L'opératrice, tentant de garder Judy calme, lui a demandé si la victime montrait des signes de vie. Judy, encore sous le choc, a répondu qu'il ne semblait pas que la femme respire. Mais en réalité, bien que gravement blessée, la victime respirait encore. Le sort de cette femme, laissée entre la vie et la mort dans ce lieu de culte, était désormais entre les mains des premiers secours qui se précipitaient sur les lieux. Les secours sont arrivés sur les lieux avant même que la police n'ait eu le temps de sécuriser la scène. Les ambulanciers, en voyant la blessure par balle à la tête de la victime, ont immédiatement compris la gravité de la situation. Ils savaient que chaque seconde comptait pour tenter de sauver une vie, mais ils étaient également conscients que leurs actions risquaient de perturber une scène de crime potentiellement cruciale. Alors, avant de déplacer la blessée, l'un des ambulanciers a eu la présence d'esprit de tracer le contour du corps avec un marqueur, une tentative improvisée mais nécessaire pour préserver des éléments clés pour les enquêteurs. Lorsqu'ils ont soulevé la femme pour la placer sur une civière, un autre ambulancier a repéré quelque chose de brillant sur le sol, un fragment métallique, probablement un éclat de balle. Conscient de l'importance de cette découverte, il l'a rapidement recouvert d'un capuchon en plastique pour le rendre plus visible et éviter qu'il ne soit accidentellement écrasé ou déplacé. Mais alors que la victime était emmenée à l'hôpital, Judy Zellner, toujours sous le choc, a soudainement réalisé que la femme blessée n'était pas la nouvelle secrétaire comme elle l'avait d'abord pensé, mais bien son amie de longue date, Rhonda Smith, 42 ans, qui faisait régulièrement du bénévolat dans cette église. Cette prise de conscience a amplifié son angoisse, transformant la terreur en une douleur personnelle. La police est arrivée peu de temps après, alors que Rhonda se trouvait déjà à l'hôpital, luttant pour sa vie. Pour les enquêteurs, c'était un contexte particulièrement troublant. C'était la première fois qu'ils devaient enquêter sur un crime commis dans un lieu sacré, une église qui, jusqu'alors, avait été un sanctuaire de calme et de communauté. En entrant dans le bureau où Rhonda avait été retrouvée, les policiers ont immédiatement remarqué l'absence de désordre. Tout semblait en place. L'ordinateur était allumé, et il n'y avait aucun signe apparent de lutte ou de bagarre. Le sac à main de Rhonda était posé sur le bureau, bien en vue, avec son portefeuille toujours à l'intérieur.
L'absence de chaos, ainsi que l'absence de vol manifeste, a permis aux enquêteurs d'exclure rapidement le vol comme mobile principal du crime. Il semblait que l'assaillant était simplement entré et avait tiré de manière délibérée, presque froide. Cela suggérait un acte prémédité, une attaque ciblée, et non un crime opportuniste. Le fragment de balle trouvé au sol, ainsi que l'état impeccable du bureau, a renforcé cette hypothèse. L'enquête prenait une tournure beaucoup plus sombre. Il ne s'agissait pas d'un vol qui avait mal tourné, mais d'un assassinat délibéré. Les enquêteurs ont photographié chaque recoin du bureau, pris des empreintes digitales sur les objets à portée de main et collecté des échantillons de sang pour analyse. Ils ont commencé à reconstituer ce qui avait pu se passer ce jour-là, s'appuyant sur les quelques éléments disponibles. Judy avait découvert Rhonda Smith gisant sur le sol à 12h30 ce mercredi tragique, mais les policiers ont déterminé que Rhonda était restée allongée là pendant près d'une heure et demie. Ils ont réussi à établir que Rhonda travaillait sur l'ordinateur au moment de l'attaque et son activité avait cessé brusquement à 10h53. Ce détail, combiné à l'absence de bagarre ou de désordre, a permis aux enquêteurs de mieux comprendre le déroulement de l'événement, mais il leur restait encore de nombreuses questions sans réponse. Lorsque Judy a été interrogée, elle a décrit sa relation avec Rhonda, une amitié qui avait commencé 2 ans plus tôt, lorsque Rhonda et sa mère Dorothy avaient rejoint l'église. Les 2 femmes s'étaient rapprochées, chantant ensemble dans une chorale et partageant leurs moments libres. Rhonda était devenue pour Judy une amie précieuse et un soutien infaillible, toujours présente lorsqu'elle avait besoin d'une oreille attentive ou d'un conseil. Judy savait que Rhonda comprenait bien les épreuves de la vie, car elle-même avait surmonté de nombreux défis depuis sa naissance. L'histoire de la naissance de Rhonda était marquée par un miracle. Sa mère, Dorothy, avait appris des médecins 2 mois avant l'accouchement que le cordon ombilical était enroulé autour du cou de son bébé à naître. La situation était critique, nécessitant une césarienne d'urgence. À la naissance, Rhonda avait de graves problèmes cardiaques et intestinaux. On l'avait immédiatement transférée dans un autre état pour une opération, un voyage risqué avec peu de garantie de survie. Dorothy, incapable de supporter cette épreuve, était restée à l'hôpital priant, tandis que son mari conduisait leur fille à l'opération. Le père de Rhonda, quant à lui, avait eu une vision étrange et réconfortante pendant le trajet. Il a affirmé avoir vu un ange au-dessus de l'ambulance, ce qu'il avait pris comme un signe divin que tout irait bien. Et effectivement, lorsqu'ils ont réexaminé Rhonda avant l'opération, les médecins ont constaté quelque chose d'inexplicable. Ses problèmes cardiaques et intestinaux avaient disparu. Les médecins étaient incapables d'expliquer ce phénomène, et ce jour-là, les parents de Rhonda ont compris que leur fille était spéciale. C'était une survivante, une battante. Rhonda s'était appuyée sur cette histoire tout au long de sa vie. Chaque fois qu'elle rencontrait des difficultés, elle se souvenait de ce miracle qui avait marqué son début de vie. Là où d'autres enfants de son âge avaient peur de l'inconnu, Rhonda se lançait avec courage, cherchant constamment à repousser ses limites. Elle avait même appris à tenir tête à ses frères, qui la taquinaient souvent. Ce tempérament déterminé lui avait permis de surmonter les moqueries et de se forger un caractère fort. Depuis son enfance, Rhonda savait ce qu'elle voulait faire de sa vie, devenir enseignante. C'était une vocation qui ne l'avait jamais quittée. Elle trouvait du plaisir à apprendre et à partager ses connaissances avec les autres. Enseigner représentait pour elle non seulement une profession, mais une manière de transmettre sa force intérieure et son amour pour la vie aux générations futures. Après avoir terminé l'école, Rhonda Smith avait des rêves ambitieux. Elle souhaitait être la première de sa famille à aller à l'université, un objectif qu'elle poursuivait avec acharnement. Pour ce faire, elle a enchaîné différents emplois afin d'économiser pour ses études supérieures. En 1986, son rêve est devenu réalité. Rhonda a enfin pu entrer à l'université. Cependant, elle n'a jamais cessé de travailler, se débrouillant seule pour financer ses études. La pression était immense pour une jeune femme comme elle, mais Rhonda était incroyablement fière de ne pas avoir à demander d'aide financière à ses parents. Elle se bâtissait une vie indépendante avec une force de caractère qui impressionnait ceux qui la connaissaient. Rhonda était sur le point d'obtenir son diplôme en 1991, une étape qui symbolisait l'aboutissement de tous ses efforts. Mais alors que la fin de ses études approchait,
sa joie a été éclipsée par un problème bien plus sombre, sa santé mentale. Tout a commencé par des signes discrets, mais inquiétants. Rhonda a perdu l'appétit et trouvait de plus en plus difficile de manger. Puis sont venus les problèmes de sommeil. Au début, ce n'était que des nuits agitées, mais la situation a rapidement dégénéré. Son humeur est devenue extrêmement instable, alternant entre des hauts et des bas abrupts, affectant ses relations avec les autres. Ceux qui étaient proches d'elle ont remarqué ces changements, mais ne savaient pas comment l'aider. Puis, les choses ont pris une tournure plus grave. Rhonda a commencé à développer une paranoïa intense. Elle était convaincue que tout le monde complotait contre elle, persuadée que quelqu'un tentait de s'introduire chez elle pour installer des caméras cachées et la surveiller. Elle vivait avec une colocataire qu'elle soupçonnait de mauvais agissements, croyant même que le diable agissait à travers elle. Sa paranoïa s'est transformée en agressivité et ses crises d'angoisse ont atteint un point critique, nécessitant son hospitalisation en psychiatrie. C'est à ce moment-là que les médecins ont diagnostiqué un trouble bipolaire et une dépression. Ce diagnostic a bouleversé la vie de Rhonda. À cause de son hospitalisation, elle n'a pas pu passer tous les examens nécessaires pour obtenir son diplôme d'enseignante, son rêve de toujours. Elle a dû se contenter d'un diplôme en administration des affaires, une immense déception après tant d'efforts. Mais Rhonda, fidèle à son tempérament combatif, a décidé de faire face à cette nouvelle épreuve. Consciente que sa santé mentale était essentielle à sa qualité de vie, Rhonda a accepté que la vie lui impose un nouveau défi. Elle a compris que la santé mentale est tout aussi cruciale que la santé physique, car elle affecte non seulement l'individu, mais aussi les relations avec les autres. Pour beaucoup, la détérioration de la santé mentale peut sembler être une simple mauvaise passe, un moment de faiblesse, ou même juste de l'insomnie passagère, mais Rhonda savait que ces problèmes étaient bien plus profonds. Les racines de ces troubles peuvent souvent remonter à des traumatismes de l'enfance ou à des situations enfouies dans l'inconscient, des aspects difficiles à affronter seule. Rhonda a accepté de se faire aider par des professionnels, reconnaissant qu'il était impossible de surmonter cette épreuve sans aide. Ce parcours n'était pas facile. Comme beaucoup de gens, elle se demandait si elle pouvait faire confiance aux médecins auxquels elle confierait son bien-être mental. Mais elle savait que la première étape vers la guérison était d'accepter d'obtenir de l'aide, de permettre à quelqu'un de l'accompagner dans cette lutte. Rhonda Smith, malgré tous les défis qu'elle avait affrontés au cours de sa vie, se battait pour retrouver sa stabilité mentale. Pour elle, cette nouvelle bataille était aussi importante que toutes les autres. Elle avait appris que prendre soin de son esprit était tout aussi essentiel que de prendre soin de son corps, et cette leçon allait rester avec elle tout au long de sa vie. Grâce à la combinaison de traitements appropriés, au soutien indéfectible de ses parents et à sa propre volonté de faire, Rhonda Smith avait réussi à surmonter ses problèmes de santé mentale. Son trouble bipolaire, bien que toujours présent, était entré dans une phase passive. Cependant, pour maintenir cet équilibre fragile, Rhonda devait continuer à prendre des médicaments et retourner à l'hôpital plusieurs fois au cours de sa vie pour des contrôles. Pendant de nombreuses années, elle avait réussi à mener une vie relativement normale, malgré les défis que sa condition lui imposait. Mais ce 23 janvier 2008, le destin en a décidé autrement. Ses parents, rongés par l'inquiétude, se tenaient dans le couloir de l'hôpital, priant pour que le miracle qui avait marqué le début de la vie de Rhonda se répète. Cependant, cette fois-ci, leurs prières n'ont pas suffi. Les médecins ont tout tenté, mais Rhonda avait déjà subi 2 blessures par balle à la tête. Lorsqu'ils ont informé la famille que son cerveau était mort, les parents ont dû prendre la décision la plus difficile de leur vie. Le même jour, ils ont donné leur consentement pour que leur fille soit débranchée du respirateur artificiel. Le choc de la communauté religieuse locale a été immense. Rhonda, qui avait surmonté tant d'épreuves, était maintenant partie, victime d'un crime brutal et incompréhensible. La police, au départ, n'avait pas trouvé d'armes sur les lieux du crime, ce qui les a poussés à envisager la possibilité que Rhonda se soit infligé ses blessures, peut-être en raison d'une rechute de ses problèmes de santé mentale. Cette hypothèse semblait plausible à leurs yeux, surtout compte tenu de l'endroit où le crime s'était produit. Dans une église, lieu où Rhonda se sentait probablement en sécurité et où elle trouvait refuge. Les enquêteurs ont même soupçonné Judy, la femme de ménage qui avait trouvé Rhonda sur le sol.
Il pensait que Judy aurait pu trouver l'arme et s'en être débarrassée pour protéger la réputation de son ami. Cette théorie, cependant, s'est rapidement effondrée lorsque des preuves médicales ont été analysées. Les experts légistes ont découvert plusieurs détails cruciaux qui ont orienté l'enquête vers une toute autre direction. Tout d'abord, aucune trace de poudre n'a été trouvée sur les doigts de Rhonda, ce qui excluait la possibilité qu'elle ait elle-même tiré. De plus, les blessures sur son corps révélaient qu'avant le deuxième coup de feu, elle avait tenté de se protéger en levant sa main. Le tir venait d'une distance d'environ 1,5 m, ce qui confirmait que quelqu'un d'autre avait tiré. La première balle avait touché la tête, mais elle n'avait pas traversé le crâne, rebondissant sur le cadre de la fenêtre. L'arme utilisée était une arme de calibre 38, et après le premier coup, l'assaillant avait contourné la table pour tirer à nouveau, exécutant ainsi froidement Rhonda. Malgré ces découvertes, aucune preuve directe permettant d'identifier le meurtrier n'a été trouvée sur les lieux du crime. Les empreintes digitales et autres indices étaient absents ou inutilisables. Judy, encore sous le choc lors de son interrogatoire, n'avait rien remarqué d'inhabituel aux abords de l'église ce jour-là, et elle n'avait aucune idée de qui aurait pu commettre un tel acte. Tout le monde aimait Rhonda, une figure bienveillante et respectée dans la communauté. Les membres de l'église étaient conscients de ses difficultés, tant financières que médicales, et ils l'aidaient souvent en organisant des collectes de fonds pour la soutenir. L'absence de preuves concrètes laissait les enquêteurs perplexes. Qui pouvait vouloir du mal à Rhonda Smith, une femme si aimée et soutenue par sa communauté? Le mystère entourant sa mort restait entier, et la communauté, tout comme sa famille, attendait avec désespoir que justice soit rendue pour cette vie précieuse, brutalement arrachée. Lors de son interrogatoire, Judy a révélé une information cruciale. Le jour du crime, Rhonda n'aurait pas dû être à l'église. Le pasteur Gregory Shreves avait déjà embauché une nouvelle secrétaire, mais avant de partir pour un voyage de 3 jours, il avait demandé à Rhonda de s'occuper du travail au bureau en attendant l'arrivée de la nouvelle recrue. Judy, encore sous le choc, s'est rappelé un incident troublant survenu il y a quelque temps. Un homme étrange avait fait irruption à l'église pendant la communion, tentant de voler la coupe de vin sacré. Cet homme avait raconté des histoires contradictoires à plusieurs paroissiens, mentionnant divers États d'où il était originaire et évoquant même la présence d'objets précieux dans l'église susceptibles d'être volés. Cependant, comme rien n'avait disparu ce jour-là, il a été écarté des suspects par la police. De plus, des rumeurs circulaient dans la communauté selon lesquelles Rhonda aurait eu une liaison avec un homme marié, mais l'enquête sur cette piste s'est rapidement éteinte lorsque l'examen de l'ordinateur de l'église n'a révélé aucun échange personnel suspect, et l'homme en question avait un alibi solide. La police semblait dans une impasse jusqu'à ce qu'il décide de parler au pasteur Gregory à son retour. Le pasteur, encore choqué par l'événement, avait du mal à croire que quelqu'un ait pu entrer dans son église armé et tirer sur Rhonda. Cependant, les policiers l'ont assuré que Rhonda n'avait pas mis fin à ses jours et qu'il s'agissait bel et bien d'un meurtre. Ils ont demandé au pasteur de se remémorer qui savait que Rhonda serait présente à l'église ce jour-là et s'il avait remarqué quelque chose d'étrange parmi les paroissiens. Après un moment d'hésitation, le pasteur Gregory a mentionné le comportement inquiétant de Mary Jane Fonder, une paroissienne de 65 ans qui s'était montrée de plus en plus étrange et troublante au cours de la dernière année. Le passé de Mary Jane a rapidement capté l'attention des enquêteurs. Née à Philadelphie en 1942, Mary Jane avait grandi dans une famille marquée par des difficultés émotionnelles. Son père, Edward, était mécanicien et sa mère, Alice, était rédactrice de textes. Depuis son enfance, Mary avait des problèmes d'expression émotionnelle et à l'âge de 8 ans, elle a eu sa première crise nerveuse. La famille a alors décidé d'acheter une autre maison dans la campagne de la petite ville de Springfield. Elle était située sur un terrain de 12 acres. Mary aimait mieux être là-bas qu'en ville bruyante, mais elle continuait à aller à l'école à Philadelphie. En raison de ses problèmes émotionnels, la jeune fille avait du mal à faire ses devoirs. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas s'adapter à ce monde. Il lui était difficile de trouver un terrain d'entente avec ses camarades de classe car personne ne la comprenait. Encore au collège, Mary a essayé de se suicider en prenant des somnifères. Après une overdose, elle a passé 1 mois à l'hôpital, puis a abandonné ses études. Mary est ensuite allée travailler et a occupé plusieurs postes différents.
Elle a travaillé dans un studio de céramique, dans différentes usines de tricot et dans une maison d'édition où elle était opératrice. Marie préférait mener une vie solitaire, elle ne communiquait presque avec personne et n'avait aucune relation amoureuse jusqu'à l'âge de 30 ans. À l'âge de 45 ans, Marie a été contrainte de retourner dans la maison de campagne familiale à Springfield pour s'occuper de ses parents âgés. Edward, qui avait 80 ans, avait de graves problèmes cardiaques et prenait constamment des médicaments. En 1992, la mère de Marie a dû subir une amputation de la jambe en raison de problèmes de circulation sanguine. Elle est tombée dans le coma à la suite de complications après l'opération et a finalement quitté ce monde après 4 mois. Son père Edward a très mal vécu le départ de sa femme, est tombé en dépression et a commencé à se disputer plus souvent avec sa fille. Leur relation devenait de plus en plus difficile et insupportable chaque jour. Le 26 août 1993, Edward Fonder, le père de Mary Jane, a mystérieusement disparu de sa propre maison, située dans une petite ville tranquille de Springfield. Ce jour-là, Marie a contacté ses voisins, inquiète avant d'appeler la police. Lorsque les officiers sont arrivés pour recueillir des informations, Marie leur a raconté qu'elle s'était levée à 7 heures du matin pour préparer le petit déjeuner, puis était retournée se reposer. Elle a alors entendu la porte d'entrée s'ouvrir et a supposé que son père était sorti pour récupérer le journal. Mais lorsqu'elle s'est levée à 11 heures, Edward avait disparu. Elle a expliqué aux enquêteurs que son père avait pris l'habitude de faire de longues promenades sur la propriété. Les recherches ont débuté immédiatement. Edward avait laissé ses médicaments chez lui et sans eux, il ne pourrait survivre que 10 jours au maximum. Les voisins, des bénévoles et même un hélicoptère se sont mobilisés pour fouiller la zone, espérant retrouver Edward. Cependant, les chiens de recherche ont perdu la trace près d'une route, laissant penser qu'il aurait pu monter dans une voiture. Mary Jane a, quant à elle, commenté de manière sarcastique les efforts de recherche, qualifiant l'opération d'hélicoptère de ridicule, se moquant même en disant « Que cherche-t-il ? Une main qui sort de terre ». L'opération a duré des mois et la police municipale, dirigée par l'officier Kimberly Triol, a commencé à traiter l'affaire avec suspicion, surtout après que Marie ait mentionné que son père pourrait avoir décidé de partir de chez lui, malgré son état de santé. En effet, Edward avait subi 2 opérations chirurgicales majeures qui limitaient ses capacités de déplacement. Les doutes ont rapidement ciblé Mary Jane comme principale suspecte, et les interrogatoires sont devenus plus poussés. Lors d'une de ses discussions à la maison, l'officier Kimberly a remarqué un seau rempli d'eau rose, accompagné de serviettes et d'une serpillière, un détail troublant. Bien que Mary Jane ait coopéré avec la police au début, montrant même son taser avec humour et ne pensant pas être sérieusement suspectée, la situation a pris une autre tournure. Au fil de l'interrogatoire, Marie a commencé à montrer des signes de méfiance. L'enquêtrice a également remarqué dans la maison des objets que l'on pourrait s'attendre à trouver dans le coffre d'une voiture. Elle a donc demandé à Marie de lui montrer le coffre de son véhicule. Ce dernier était vide, comme s'il avait été récemment vidé pour transporter quelque chose ou quelqu'un. Un autre détail troublant a encore renforcé les soupçons de la police. Kimberly a découvert que Marie avait tué son chien en lui administrant une forte dose de médicaments contre le diabète. L'animal avait été conservé dans un congélateur, un acte qui a alimenté les soupçons sur le comportement psychologique instable de Marie. Lorsqu'elle a senti que les enquêteurs tentaient de la pousser à avouer quelque chose, Marie a immédiatement coupé tout contact avec eux, refusant de laisser la police perquisitionner sa maison et rejetant un test au détecteur de mensonges. 6 mois après la disparition de son père, Marie a exprimé publiquement son mécontentement à l'égard des tactiques policières, déclarant qu'elle avait engagé un avocat pour interdire à la police de revenir chez elle. L'officier Kimberly a regretté de ne pas avoir prélevé un échantillon de l'eau rose dans le seau pour des analyses. Sans mandat de perquisition légitime et sans la coopération de Marie, la police a été contrainte d'arrêter ses investigations sur la propriété. Par la suite, la maison est passée sous la propriété du frère de Marie, qui a suivi la même tactique de silence que sa sœur, empêchant la police d'entrer. En avril 1994, l'affaire a pris une tournure étrange lorsque Marie a annoncé qu'elle avait reçu une lettre du bureau de poste d'Altoona lui informant que le portefeuille de son père avait été retrouvé dans la région.
Pour Marie, cela signifiait qu'Edward était peut-être vivant quelque part dans cette région, mais cette nouvelle a été accueillie avec scepticisme par la police et la communauté. Malgré tous les soupçons, Marie n'a jamais été formellement accusée du meurtre ou de la disparition de son père. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une personne agréable, mais avec une tendance irritante. Elle parlait sans cesse et ne savait jamais quand s'arrêter, ce qui avait souvent tendance à agacer son entourage. Pourtant, cette bavardise excessive, combinée à son comportement étrange, n'avait jamais suffi à la faire condamner. Lors de son interrogatoire, le pasteur Gregory a expliqué aux policiers que, dans son église, Mary Jane essayait constamment de se rendre utile. Elle accomplissait diverses petites tâches, comme décorer les panneaux d'affichage, ce qui, à ses yeux, lui donnait un certain sentiment d'importance. Le pasteur, sensible à son malheur apparent, cherchait toujours des moyens de l'occuper. Il considérait cela comme une partie de son rôle pastoral, mais avec Marie, la situation s'était vite compliquée. Contrairement aux autres paroissiens, Marie s'accrochait à chaque mot du pasteur, ne lui laissant jamais l'opportunité d'esquiver ses interminables bavardages. Tout a pris un tournant étrange en 2006, lorsqu'elle est entrée dans son bureau pour lui raconter une longue histoire de sa vie. À la fin, de manière inattendue, elle lui a lancé avec un ton flirtant. « Tu ne nieras pas ce qui se passe entre nous, n'est-ce pas ?» Le pasteur Gregory, déconcerté, lui a expliqué qu'il n'y avait rien entre eux. Mais il était évident que Marie s'attendait à une toute autre réponse. Elle est partie, blessée, et comme il s'est avéré, cela n'était que le début d'une obsession. Pour des raisons que seul son esprit pouvait comprendre, Marie avait interprété certains gestes du pasteur comme des signes d'une romance naissante. Un simple regard lancé dans une pièce remplie de monde l'avait convaincue que Gregory partageait ses sentiments. Elle s'était persuadée qu'ils étaient amoureux. Cette conviction s'était enracinée dans son esprit, et elle a commencé à agir en fonction de cette réalité imaginaire. Dès lors, Marie a commencé à harceler Gregory, l'appelant sans cesse à son domicile, lui laissant des messages vocaux étranges et insistants. Cela s'est intensifié à raison de 15 appels par semaine, jusqu'à ce que le pasteur Gregory en ait assez et décide de bloquer son numéro. Cependant, cela n'a pas arrêté Marie. Elle s'est mise à appeler depuis son téléphone portable, continuant à laisser des messages vocaux inquiétants. Le pasteur a partagé ces messages avec l'évêque et les membres du conseil de l'Église, espérant qu'ils prendraient des mesures. Mais, à sa grande surprise, ils ont minimisé l'importance de l'obsession de Marie, ce qui n'a fait que lui donner plus de liberté pour poursuivre son harcèlement. À un certain moment, Marie a franchi une nouvelle étape dans son comportement obsessionnel. Elle a commencé à entrer directement chez Gregory pour lui laisser de la nourriture. Il vivait dans une petite ville où tout le monde se connaissait, et le pasteur ne voyait aucun danger à laisser ses portes déverrouillées. Marie en a profité. Elle entrait dans sa maison sans permission, déposant de la nourriture dans la cuisine, au réfrigérateur, et même dans le congélateur quand Gregory n'était pas là. Ce geste, qui aurait pu être perçu comme bienveillant par certains, était pour Gregory une intrusion non sollicitée qui devenait de plus en plus inquiétante. Malgré les tentatives du pasteur de lui demander poliment de cesser, Marie ne semblait rien comprendre. Lorsqu'il a pris la décision de verrouiller sa porte, espérant ainsi mettre fin à ces intrusions, elle déposait des paniers de nourriture devant sa porte, les laissant pourrir quand Gregory refusait de les ramasser. La situation a alors pris une tournure encore plus sombre. Marie, furieuse de ne pas être reconnue pour ses attentions, a commencé à envoyer des messages de plus en plus en colère. Elle a même appelé le pasteur en pleine nuit pour l'insulter et l'accuser d'ingratitude. Lorsqu'il a enfin répondu à l'un de ses appels tardifs, Gregory a fermement mis les choses au clair. Il lui a dit qu'elle devait arrêter de le harceler, car sinon, il ne pourrait plus être son pasteur. À ces mots, Marie a littéralement explosé. Sa voix, d'abord calme, est rapidement devenue agressive et haineuse. Elle a exprimé tout son ressentiment envers lui, manifestant une rage qui semblait avoir mijoté depuis longtemps. Gregory a tenté de mettre fin à la conversation, mais il était clair que Marie ne comptait pas abandonner aussi facilement. Cette spirale de comportement obsessionnel et agressif de Marie a laissé le pasteur Gregory dans une situation difficile. Il ne pouvait ni l'expulser de l'église, ni lui interdire de venir. Et malgré les preuves évidentes de harcèlement, ses supérieurs ne prenaient pas la situation au sérieux.
il s'est retrouvé impuissant, piégé dans une situation où sa fonction pastorale l'empêchait de prendre des mesures plus sévères, alors même que la situation devenait insupportable. Lorsque les enquêteurs ont découvert le passé de Mary Jane Fonda, ils ont fait une série de découvertes troublantes. Outre la disparition mystérieuse de son père en 1993, ils ont appris qu'elle avait eu des démêlés avec la loi. En 1994, elle avait menacé un collègue de travail et après avoir été licenciée du restaurant où elle travaillait, elle avait acheté un revolver de calibre 38. Fait particulièrement inquiétant, c'est justement avec une arme de ce calibre que Rhonda Smith avait été abattue. En fouillant plus profondément, les enquêteurs ont découvert que, 2 jours avant le meurtre, Mary avait passé 3 appels téléphoniques depuis son téléphone fixe à l'église à des moments bien précis, à 11h07, 11h10 et 11h25. À ce moment-là, Rhonda travaillait au bureau de l'église, ce qui signifiait que Mary savait exactement où se trouvait Rhonda. La police a alors élaboré une hypothèse selon laquelle le refus du pasteur Gregory de répondre à ses avances avait nourri la jalousie de Mary, qui s'était mise à soupçonner qu'une autre femme était la cause de ce rejet. Cette femme, selon elle, était Rhonda, plus jeune et plus belle qu'elle, ce qui alimentait sa jalousie et sa haine. Pour Mary, l'idée que Gregory la repousse uniquement à cause de Rhonda était devenue une obsession. Elle voyait Rhonda comme sa rivale, celle qui avait capté toute l'attention du pasteur. Cette jalousie s'était intensifiée lorsqu'elle avait remarqué que Rhonda bénéficiait d'un traitement privilégié. Non seulement le pasteur lui avait confié des responsabilités au bureau, mais les autres paroissiens collectaient de l'argent pour l'aider. Cela contrastait fortement avec la façon dont Mary se sentait traitée, car elle se sentait souvent ignorée et mise de côté. Ce traitement inégal, combiné à son isolement social et à ses frustrations personnelles, a alimenté une colère dévorante. Mary avait même cessé de participer à la chorale de l'église où Rhonda était présente et elle n'avait pas été invitée à la fête d'anniversaire de cette dernière. Cet événement avait renforcé son sentiment d'exclusion. Quelques jours avant le meurtre de Rhonda, lors d'un discours à l'église, cette dernière avait remercié les paroissiens pour leurs dons, un geste public qui avait profondément irrité Mary. Les témoins ont rapporté que l'attitude de Mary lors de ce discours était étrange, marquée par une colère visible. Le lendemain de ce discours, Mary a commencé à appeler l'église. Interrogée par la police à propos de ses appels courts et répétés, elle a expliqué qu'elle voulait simplement connaître le nouvel horaire des services et qu'elle a été surprise de tomber sur la voix de Rhonda, ce qui aurait expliqué les 3 appels consécutifs. Mais les enquêteurs n'étaient pas convaincus. Mary avait un alibi pour le jour du meurtre. Elle affirmait être sortie de chez elle à 10h55 pour aller chez le coiffeur. Cependant, l'heure du meurtre de Rhonda, située autour de 10h53, laissait une fenêtre de temps suspecte. Le frère de Mary, qui vivait avec elle, n'a pas pu donner d'heure précise concernant son départ. Pour confirmer ou infirmer cet alibi, la police s'est rendue chez le coiffeur, où Mary disait être allée ce jour-là. Le registre du salon montrait qu'elle était arrivée à 11h22, laissant une demi-heure pendant laquelle Mary aurait pu commettre le crime et se rendre ensuite chez le coiffeur. Les enquêteurs, après avoir confirmé que Mary Jane avait effectivement eu le temps de commettre le meurtre et de se rendre chez le coiffeur, ont poursuivi leurs investigations pour consolider leur dossier. Le fait que Mary portait toujours des perruques, mais avait décidé ce jour-là de se faire coiffer ses vrais cheveux, leur semblait suspect. En effet, sa perruque a été envoyée pour expertise, à la recherche de traces de poudre. Bien que 2 des 3 produits chimiques nécessaires à la présence de résidus de tir aient été trouvés, cela n'était pas suffisant pour l'inculper immédiatement. La police a alors décidé d'interroger de nouveau Mary, cette fois en l'interrogeant sur sa relation avec le pasteur Gregory. Sans se contenir, Mary a avoué ses sentiments pour lui, affirmant être attirée sexuellement et émotionnellement par le pasteur. Elle était convaincue que Gregory partageait ses sentiments. Elle a même affirmé que le pasteur portait une attention particulière à Rhonda, ce qui, selon elle, aurait pu alimenter des rumeurs indésirables dans l'Église. Elle a insisté sur le fait qu'elle se souciait de la réputation de Gregory et que cette prétendue relation avec Rhonda pourrait ruiner leur lien. Le pasteur Gregory, lorsqu'il a été interrogé à son tour, a nié toutes ces accusations,
soulignant qu'il n'avait aucun intérêt romantique ou sexuel pour Mary Jane. Il considérait Rhonda simplement comme une paroissienne, ayant des problèmes psychologiques qu'il devait conseiller, comme c'était son devoir pastoral. Gregory a également précisé qu'il ne favorisait aucune des deux femmes, ajoutant qu'il n'y avait jamais eu de fête d'anniversaire pour Rhonda, contrairement à ce que Mary prétendait. Un autre élément qui intéressait la police était le revolver que Mary avait acheté dans les années 90. Elle avait justifié cet achat par son sentiment d'insécurité après la disparition de son père. Cependant, elle a raconté qu'elle s'était débarrassée de l'arme en 1994 en la jetant dans un lac, suite à des conflits avec une collègue. Les enquêteurs, soupçonnant qu'elle mentait, ont fait appel à des plongeurs pour fouiller le lac. Cependant, aucune arme n'a été trouvée lors des premières recherches. Malgré ces soupçons croissants, la police manquait encore de preuves irréfutables pour arrêter Mary. Cependant, un tournant décisif est survenu le 29 mars, lorsqu'un homme et son fils pêchaient au bord d'un lac. Le garçon a découvert ce qu'il croyait être un jouet, mais son père, réalisant que c'était un vrai revolver, a immédiatement appelé la police. L'arme récupérée était un revolver Rossi de calibre 38, correspondant à celui acheté par Mary 14 ans plus tôt. L'état du revolver, en excellent état, montrait clairement qu'il n'avait pas été immergé depuis longtemps, contrairement à ce qu'avait affirmé Mary. Si elle l'avait réellement jeté dans le lac en 1994, il aurait été rouillé et couvert de boue. L'expertise balistique a rapidement prouvé que cette arme était celle qui avait tiré les coups mortels sur Rhonda Smith. Les enquêteurs ont également découvert que Mary, voyant les plongeurs fouiller le lac sans résultat, avait tenté de se débarrasser de l'arme après coup. Elle avait emprunté la voiture de son frère et s'était rendue sur le pont, jetant le revolver ainsi que la boîte de munitions par la fenêtre. Pensant qu'elle pouvait s'arrêter pour les jeter au milieu du lac, elle avait finalement choisi de ne pas s'arrêter, de peur d'attirer l'attention. C'est pourquoi les preuves ont été retrouvées près du rivage, à un endroit où elles ont pu être découvertes par le père et son fils. Les résultats de l'analyse de la voiture de Mary ont encore renforcé le dossier contre elle. Des traces de poudre ont été trouvées sur la poignée de la porte, le siège du conducteur et le commutateur de clignotant. Ces éléments accablaient Mary, prouvant qu'elle avait manipulé une arme récemment tirée. La combinaison de ces preuves, l'arme retrouvée, les traces de poudre dans sa voiture et son comportement obsessionnel envers le pasteur Gregory a permis de relier Mary Jane au meurtre de Rhonda Smith. Mary avait été consumée par la jalousie et la paranoïa, convaincue que Rhonda était la rivale qui l'empêchait d'avoir une relation avec le pasteur. C'est cette jalousie qui l'avait poussée à commettre l'irréparable. Le 1er avril 2008, Mary Jane a été arrêtée de manière dramatique, juste à l'extérieur de l'église où elle avait l'habitude de fréquenter. Ce jour-là, elle était arrivée avec son frère et se trouvait à proximité de la mère de Rhonda Smith, à qui elle parlait avec compassion. L'arrestation de Mary a surpris toute la communauté, car beaucoup la considéraient comme une paroissienne excentrique, mais inoffensive. Pourtant, elle a été formellement accusée du meurtre de Rhonda Smith. Malgré les preuves accablantes, Mary a nié sa culpabilité, prétendant que quelqu'un d'autre aurait pu retrouver le revolver qu'elle avait soi-disant jeté dans un lac en 1994 et s'en servir pour commettre le crime. Elle a maintenu cette version tout au long de l'enquête. Le procès de Mary Jane Fonda a eu lieu en octobre 2008 et il n'a pas fallu longtemps aux jurés pour la déclarer coupable. La logique de ces déclarations, combinée à l'ensemble des preuves physiques, n'a convaincu personne de son innocence. Condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, Mary Jane n'a jamais reconnu officiellement sa culpabilité. Elle a continué à insister qu'elle était une victime, elle aussi, persécutée par l'Église et maintenant par le système judiciaire. Pour elle, la condamnation représentait une injustice, qu'elle voyait comme une autre forme de persécution. Cependant, 1 an après son incarcération, Mary a fait une déclaration ambiguë. En voyant une photo de Rhonda dans un journal, elle a avoué, de façon incertaine, qu'elle avait peut-être tué Rhonda, mais qu'elle ne se souvenait plus des détails de l'acte. Elle prétendait souffrir de trous de mémoire juste avant le meurtre, ce qui, selon elle, expliquait son amnésie sur les événements exacts. En prison, la vie de Mary Jane a pris un tournant étrange. Là où elle était souvent ignorée ou mise à l'écart dans sa vie libre,
Elle a finalement trouvé un public attentif. Ses compagnes de détention semblaient apprécier ses longues histoires et elle a reçu un soutien psychologique qui a contribué à améliorer son état mental. Grâce à cela, Marie a perdu 22 kg, regagnant un certain équilibre physique et mental, même derrière les barreaux. En 2018, la maison familiale des Fonder a été rachetée par un voisin qui était au courant de la disparition mystérieuse du père de Marie, Edward Fonder. Ce voisin a permis à la police de reprendre l'enquête en leur donnant accès à la propriété et aux terres. La disparition non élucidée d'Edward avait toujours été une ombre dans cette affaire et les autorités espéraient que de nouvelles fouilles pourraient apporter des réponses. La reprise de l'enquête a coïncidé avec une détérioration soudaine de l'état de santé de Mary Jane. Le stress des nouvelles recherches concernant la disparition de son père semblait l'avoir affectée gravement, et elle a succombé à une crise cardiaque en prison à l'âge de 75 ans. Bien que les autorités n'aient trouvé aucune preuve conclusive liant Mary Jane à la disparition de son père, elles ont déclaré que l'enquête resterait ouverte. La mort de Mary Jane Fonder a mis fin à son chapitre, mais l'énigme entourant la disparition d'Edward Fonder, ainsi que l'ombre tragique du meurtre de Rhonda Smith, continue de hanter ceux qui ont suivi cette affaire. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.